Pour que ça bouge enfin en termes de climat, il faut bousculer les États, l'industrie fossile, les banques et aussi les assurances. Alors ça tombe bien, la Suisse abrite quelques mastodontes des assurances, Zurich, Swiss Life, Swiss Re, parmi d'autres. Il y a donc du boulot à faire à domicile et on en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse au rôle des assurances dans les dérèglements climatiques présents et à venir. D'une part, certaines grosses boîtes d'assurance soutiennent des projets fossiles. De l'autre, le monde est de plus en plus affecté par le réchauffement climatique et donc de moins en moins assurable. C'est le serpent qui se mord la queue en somme et on en parle avec Morgane Nussbaumer. Bonjour. Bonjour Damien. Tu bosses dans le milieu de la santé publique et tu es chargé de plaidoyer pour la campagne Assurance de Break Free Suisse. C'est donc avec cette casquette de militante qu'on te reçoit. Comme dit en intro, on parle beaucoup des banques et leur soutien aux énergies fossiles, mais on parle assez peu des assurances. Elles ont quand même un rôle central ? Alors elles ont un rôle primordial au même titre que les banques, parce que pour qu'un nouveau projet d'extraction fossile puisse voir le jour, il a besoin en fait de deux choses, de l'argent et d'une assurance. Donc à titre égal, les deux ont le même rôle de levier indispensable à toute création de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc les assurances assurent certains projets fossiles et de l'autre côté aussi, leurs fonds financiers investissent dans des... C'est ça. Alors, il y a deux bras, en fait. Il y a effectivement le bras assurance, où elles assurent tous les projets d'énergie fossile existants et à venir sont assurés. Ça, c'est une certitude. Sinon, ils ne peuvent pas ni exister ni voir le jour. Mais également, comme tu l'as si justement dit, elles ont aussi un côté investissement. Donc, elles investissent aussi une partie de l'argent, également dans des entreprises extractivistes ou expansionnistes. Ton ONG Break Free, elle a rejoint un collectif, une coalition qui s'appelle Insure Our Future, ou Assurer notre futur en français. C'est qui et c'est quoi sa mission ? Alors cette coalition, c'est une coalition qui regroupe une vingtaine d'associations, d'ONG, de collectifs à l'international. Nous, on l'a rejoint il y a 5 mois environ. Jusqu'ici, en Suisse, il y avait Campax qui travaillait un peu sur les assurances, mais il n'y a pas d'autres collectifs qui s'est intéressé effectivement à cette problématique. Nous, historiquement, on était plutôt axés sur la finance fossile, sur le côté vraiment bancaire. Et puis, c'est vrai que, au fur et à mesure, on a commencé aussi à comprendre que c'était un levier tout aussi important et très, très peu travaillé par justement les ONG et les collectifs. Et on a rejoint cette coalition qui fait depuis plusieurs années, justement, ce rapport. En fait, chaque année, ils établissent une scorecard, en fait, une évaluation, une évaluation, un classement des politiques des plus grandes assurances, d'une vingtaine de plus grandes assurances internationales. Et parmi celles-ci, Zurich et Swiss Re. Donc, on est quand même, comme tu l'as dit en introduction, on a des très gros joueurs à domicile et qui ne sont pas très, très bien placés dans le classement. Donc, c'est important aussi pour nous maintenant de s'emparer de ces questions et de réussir à faire bouger les choses. Du coup, parlons de ce rapport sorti en novembre 2023. C'est quoi les principaux constats ? Le principal constat, c'est qu'aucun assureur en fait, n'est aligné à l'heure actuelle avec les accords de Paris, malgré le fait qu'ils prétendent tous l'être. En fait, aucun ne l'est au vu de leur politique. La plupart ont maintenant des politiques d'exclusion un peu discutable concernant le charbon parce qu'il continue malgré tout à soutenir l'expansion d'une partie du charbon thermique, mais aussi beaucoup du charbon métallurgique. Et puis, certains ont des politiques sur le pétrole et le gaz, mais aucune n'est à la hauteur en fait, de ce qu'elle devrait être. Il y a encore eu en 2022, les primes investies dans les énergies fossiles ont encore augmenté pour arriver à 21 milliards. Donc, on est vraiment très, très loin des promesses de tenir l'accord de Paris. Donc, ça ne va pas dans le bon sens ? Pas du tout. Et pour preuve, quand on fait le classement en fait, des plus grandes assurances à l'international, on voit bien que on a sciemment laissé en fait, les 3 premières places vacantes parce qu'en fait, aucun ne mérite, entre guillemets, d'être dans le top 3. Il y a beaucoup de orange et de rouge. Il y a beaucoup. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul vert, c'est Score qui a décidé de désinvestir les entreprises expansionnistes, mais ça ne concerne pas son côté assurance, pour lequel il est de nouveau en rouge. Donc effectivement, ça montre bien visuellement que personne n'est actuellement à la hauteur des exigences de l'accord de Paris. On mettra bien sûr ce rapport en description de cet épisode pour les gens qui nous écoutent. C'est qui les bons et les mauvais élèves ? Alors, les bons, il n'y en a pas, comme je viens de le dire, mais les moins pires élèves. Ouais. Après, là, dans le classement, c'est Allianz. Ensuite, il y a Generali et AXA qui ne sont pas trop mauvais. Il y en a un il y a Score qui est très, très bon
uniquement pour ce qui est des investissements, parce qu'ils ont décidé de désinvestir des entreprises expansionnistes. Donc là, ils ont un vert, ils ont un 10, mais le reste de leur politique n'est pas dingue. Mais ce seraient eux les moins pires élèves. Et les assureurs helvétiques, ils se situent où exactement ? À peu près au milieu du classement. Et à qui, du coup ? Zurich ? Il y a Zurich et Swiss Re qui sont évalués, donc les deux plus gros en fait. J'ai consulté un peu le rapport et il semble qu'il y ait pas mal d'efforts qui soient faits sur le charbon, mais beaucoup moins au niveau du pétrole et du gaz. Pourquoi cette différence ? Alors le charbon, les efforts faits sur le charbon, ils viennent aussi beaucoup du fait que effectivement les militants et l'opinion publique a beaucoup bougé sur le charbon. Il y a eu beaucoup de revendications, de demandes sur le charbon. Puis peu à peu, on en est sorti. Enfin, ils en sont sortis relativement en réalité parce qu'ils sont encore en train de soutenir du charbon. Le problème avec le charbon, c'est que maintenant, généralement dans leur politique, n'est pas inclus le charbon métallurgique. Donc le charbon utilisé pour faire l'acier, etc., n'est en général pas dans les politiques, donc ils peuvent continuer malgré tout à assurer ce type d'extraction de charbon. Et puis le pétrole et le gaz, il y a très très peu de politiques d'exclusion. La plupart ont des politiques peut-être avec des seuils de pourcentage, mais Zurich par exemple, qui est pour cette raison une de nos cibles principales, n'ont carrément aucune politique d'exclusion en ce qui concerne le pétrole et le gaz conventionnel. C'est facile de trouver ces infos ? Pour le public, tu peux les trouver dans le rapport. Après, les politiques de chaque assurance, elle est disponible, elle est publique sur leur site internet ou dans leur rapport annuel. Enfin, leur politique n'est pas un mystère. Après, ce qu'ils assurent réellement, les projets, c'est beaucoup plus difficile de trouver des exemples nominatifs, disons, de quel projet est assuré par quelle assurance. Ça reste un peu à cause opaque. Du secret des affaires, c'est pas communiqué ? Non, c'est très opaque. Après, il faut aller chercher... ça va dépendre des pays. Donc, si c'est un projet, je sais pas, au Brésil, ils peuvent demander à l'État brésilien. Enfin, il faut regarder après avec chaque pays comment réussir à avoir ce type d'informations. Des fois, c'est très compliqué. Mais par contre, les politiques générales, elles sont disponibles publiquement. Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, les assurances parfois n'assurent plus du tout. Je te propose de regarder un extrait du magazine d'actualité 28 minutes d'Arte. Feux de forêt, pluies diluviennes, sécheresse. Le dérèglement climatique scruté de près par les météorologues, mais aussi par les assureurs et les assurés. Les phénomènes extrêmes se multiplient, les inquiétudes aussi. Comme 73 communes en Ardèche, Aubenas a été placée en état de catastrophe naturelle. Les conséquences de la sécheresse, cette habitante vit avec au quotidien désormais. On a une faille là qui est plus petite et qui va en s'agrandissant. Les brèches, c'est à son assureur de les colmater selon elle. Qu'on me remette en état, qu'on me dise qu'on fasse les travaux, de façon à ce que la maison soit solide, qu'on puisse y habiter sans avoir de crainte. Des assureurs de plus en plus sollicités. Alors que les événements climatiques leur coûtaient en moyenne 1 milliard d'euros par an dans les années 80, ce chiffre a été multiplié par 10 en 2022. Face à cette situation, certains professionnels alertent. Ils vont avoir du mal à suivre le rythme. Voici ce que déclarait déjà le patron d'AXA de l'époque. C'était en 2015. Une augmentation de 2 degrés de la température moyenne dans le monde est encore assurable. Mais ce qui est certain, c'est qu'une hausse de 4 degrés ne l'est pas. Face à cette situation, certains assureurs ont déjà décidé de s'adapter. À 4 degrés, le monde ne serait plus assurable selon le directeur d'AXA en 2015. On le voit déjà de plus en plus, les assurances se retirent de certaines régions. C'est quand même assez paradoxal, non ? Oui, complètement. L'année passée, c'était en Floride où c'est le groupe Farmers qui est parti de Floride et qui a laissé 100 000 foyers sans assurance. Maintenant, c'est arrivé encore très très récemment en France. Il y a des régions entières qui commencent à être inassurées entre guillemets à cause des inondations, etc. Et puis une zone, ce qui est important de comprendre entre les lignes, c'est qu'une zone qui est inassurable est une zone qui est inhabitable. Donc en fait, là, on a des zones, des pans entiers du monde qui deviennent inhabitables. Et effectivement, oui, forcément, c'est très problématique. Ouais. Ces derniers jours, tu as été assez occupé, puisque tu as participé à une semaine d'action mondiale contre le développement des énergies fossiles. En Suisse, une assurance en particulier a été interpellée par les militants et les militantes. C'est la Zurich Assurance. Je te propose de regarder une petite vidéo de l'action que vous avez menée devant son siège principal à Zurich.
Ça, c'est tout frais. Toi, t'es où dans la vidéo ? Alors, très bonne question. Je me posais la même en regardant la vidéo. Je sais pas. J'ai entreaperçu mon mari, mes enfants, mais je devais être quelque part un peu plus loin. Et pourquoi devant la Zurich spécifiquement ? Eh ben, en fait, Zurich a été choisie comme une des 3 cibles principales de cette semaine d'action internationale menée par la coalition Insure Future, parce que c'est la cible principale, disons, en Europe. On a pris une cible plutôt côté Asie, plutôt côté américain, et puis en Europe. Et pourquoi ? Parce qu'en Europe, c'est avec Lloyd's of London la seule qui n'a pas en fait de politique d'exclusion en ce qui concerne l'expansion pétrogazière. Donc, ils peuvent soutenir quasiment pas quasiment, mais sans nulle restriction, tout nouveau projet de pétrole et de gaz conventionnel. Et de plus, de par sa branche de gestion d'actifs, Zurich gère environ 407 millions de francs qui sont investis directement dans des entreprises expansionnistes, comme par exemple Exxon, Chevron, BP, Total, mais aussi Petrobras, ce qui est de nouveau complètement contradictoire avec, de un, avec leur promesse de soutenir l'accord de Paris, et puis de deux, avec tout ce qu'ils mettent en avant. Par exemple, Zurich... Et son sponsoring principal, dont il est très très fier, c'est qu'il a fait une forêt dans le Brésil qui s'appelle la Zurich Forest. Donc ils replantent de la forêt au Brésil. Ils sont très très fiers de leur forêt Zurich. Et puis en même temps, ils investissent donc une partie de l'argent dans Petrobras, qui est l'entreprise qui déforeste complètement au Brésil. Donc il y a vraiment ce côté double discours qu'il faut mettre en avant. Parce qu'à la base, ils se décrivaient volontiers comme des leaders en termes de durabilité, non ? Alors, ils le font tous très volontiers. Ouais, ça fait partie du pack vendeur de base, mais en réalité, derrière, c'est du vide, quoi. Zurich obtient une très mauvaise note ? Oui. Zurich est le 6e assureur, estimé être le 6e assureur mondial des énergies fossiles. C'est quoi ton sentiment ? Il y a eu des réactions positives à votre action ? Déjà, je pense qu'il y a eu des réactions positives dans le sens où ça permet déjà de réveiller un peu la conscience et l'opinion publique par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu, le rôle des assurances dans la crise climatique. Dans le cadre de cette action, ce qu'on a fait en plus de la manifestation qu'on vient de voir, c'est qu'on a envoyé 30 000 flyers, 30 000 tout ménages dans la ville de Zurich avec justement des informations sur les conséquences en fait des actions de Zurich sur la santé, sur le climat, etc. Donc le principe, c'était aussi vraiment de faire connaître un peu le rôle des assurances. Et puis, on a eu, juste après l'action, j'allais dire la chance, mais pas vraiment, mais pour la première fois, le PDG de Zurich Assurance nous a répondu directement à un de nos courriels. On lui a écrit après l'action en disant on vous a pas vu, c'est quand même dommage. Et pour la première fois, il nous a répondu oui, j'étais pas là, mais on peut se voir et en discuter. Donc, comme quoi la pression, finalement, a l'air de fonctionner. C'est pas uniquement dû à notre action, évidemment. Comme c'était à l'international, il y a eu aussi... des actions ciblant Zurich Assurance qui ont lieu dans d'autres pays d'Europe et à l'international. Mais voilà, il semble que ça porte ses fruits. Donc il faudra suivre l'actu pour voir si ça bouge. J'ai vu que vous encouragiez les gens à venir avec leurs enfants. C'est important de sensibiliser les jeunes. Comment on parle d'assurance en lien avec le climat ? Alors, c'était pas forcément pour sensibiliser les enfants, même si c'est bien. Hein, mais le principe, c'était aussi qu'on a axé cette campagne sur le lien entre la crise climatique et la santé des enfants. Donc, on a fait aussi une lettre ouverte qui a été signée par plus d'une centaine de médecins ici en Suisse, qui faisait le lien justement entre les impacts directs de la crise climatique et les enfants qui sont en première ligne de ces impacts, que ce soit les vagues de chaleur, l'augmentation des allergies, de l'asthme, les dépressions. Enfin, il y a des effets déjà à l'heure actuelle sur les enfants en Suisse. Et puis, le fait que justement, une assurance est censée être un organisme de protection, de prévoyance. Et que de gestion des risques. Voilà, et que eux mettre nos enfants finalement en danger, c'est pas raisonnable, quoi. C'est complètement contradictoire. Après, c'est vrai qu'on a voulu faire quelque chose aussi avec les enfants parce que de nouveau, ils sont les premiers concernés et puis ils sont bienvenus dans ce genre de choses. Moi, j'étais avec mes 2 enfants, ils adorent venir en manifestation. J'essaie de leur expliquer un petit peu. Mon fils a 2 ans, il comprend rien, mais ma fille qui a 7 ans commence à... Et d'autant que c'est pas le sujet le plus sexy. C'est pas dingue, mais après, de leur expliquer juste le climat et puis les assurances qui font pas leur travail, ils arrivent à comprendre. C'est pas... D'autant que tu me disais en off qu'il y a des solutions de prévoyance pour enfants, mais qui investissent elles-mêmes dans des projets fossiles. Oui, c'est ça. En fait, Zurich Assurance a aussi... ils n'ont pas d'assurance maladie, mais ils ont d'autres types d'assurances, des assurances vie, et puis aussi une assurance qui s'appelle justement Prévoyance Junior, quelque chose comme ça,
qui est en fait qui consiste à créer une espèce de troisième pilier de prévoyance pour les enfants. Donc on peut investir, donner de l'argent, eux le font fructifier, et puis ça fait de la prévoyance pour les enfants à moyen terme. Sauf que cet argent lui-même est investi dans des fonds qui nourrissent des entreprises telles que Total Energy, qui est la première entreprise cotée en bourse en termes d'expansion pétro-gazière, Chevron, Exxon, Glencore, on retrouve un peu le top 10 du pire de pire qui finalement est nourri avec l'argent qu'on met de côté pour la prévoyance de nos enfants. Ok, alors ce sera peut-être pas mon choix de prévoyance à titre personnel. Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui ? Alors les revendications qu'on a, c'est déjà d'arrêter tout soutien d'assurance à des nouveaux projets d'extraction, parce qu'il est maintenant connu et reconnu par tous les organismes scientifiques qu'on doit arrêter de faire des nouveaux projets, que ceux qui sont existants suffisent déjà à nous faire exploser notre bilan carbone, donc on ne doit pas en rajouter. Donc les assurances ne doivent pas soutenir de nouveaux projets d'extraction. Elles doivent désinvestir aussi, donc en termes financiers, des entreprises qui ont des projets d'expansion. Et puis là, grosso modo, je résume les demandes, mais une autre demande très importante, c'est qu'on leur demande aussi de respecter le droit des peuples, en fait, le droit de l'homme, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, ces projets qui sont soutenus sont des projets qui vont à l'encontre, qui violent les droits humains dans le sens où ils déplacent des populations. Ils ne demandent pas le consentement des personnes qui habitent déjà sur place. Ils rendent les gens malades. C'est des projets qui sont en plus, au niveau social, politique, sanitaire, vraiment, vraiment dangereux. Mmh. Vos mobilisations, ça fonctionne. Tu parlais de la réponse du PDG de Zurich. Tu as des exemples de mobilisation à travers le monde qui ont fonctionné ? Alors, pour le moment, je pense qu'actuellement, le meilleur exemple, c'est le pipeline EACOP, qui est le pipeline prévu par Total Energy entre l'Ouganda et la Tanzanie, qui serait le plus grand pipeline chauffé du monde, qui fait 1500 km environ, qui est évidemment une catastrophe, tout, écologique, social, sur tous les points. Okay, ça traverse des réserves naturelles, ça traverse le Grand Rift, c'est super dangereux, c'est vraiment un cauchemar. Et puis, ce projet a déjà 2-3 ans de retard maintenant à cause des désinvestissements d'assurances et de banques qui ont, de par la pression militante, pris position pour dire on ne soutiendra pas ce projet, on n'assurera pas ce projet. Il y a 28 assureurs qui ont déjà pris position, dont Zurich. Cette fois, je ne vais pas leur taper dessus, ils l'ont fait. Ils ont pris position en disant ils n'assureront pas ce projet. Et puis, on voit qu'effectivement, alors, je ne dis pas que c'est gagné, la bataille est en cours, mais en tout cas, ça prend du retard, ça fait plus de frais pour Total Energy, ça fait déjà 3 ans de retard, donc ça fonctionne. C'est quand même une méthode qui fonctionne. Donc, attaquer sur l'angle des assurances, ça peut faire échouer certains projets, ou en tout cas les ralentir. Et au niveau politique, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience de ces enjeux ? Au niveau politique, je sais qu'il y a 1 ou 2 ans, avait été déposée une demande au Conseil national concernant justement Swiss Re et Zurich, en demandant que nos assurances nationales, nos gros joueurs, n'aient plus le droit justement d'assurer des projets d'expansion. Ça a été rejeté sous prétexte que ce sera pris en charge par d'autres lois, etc. Je suppose en l'occurrence la loi climat. Et donc maintenant, moi je suis un peu dans l'expectative de voir maintenant que la loi va être mise en application, en fait, comment est-ce qu'on va s'emparer de ces questions ? Est-ce qu'on va s'en emparer ? Et si on ne le fait pas, à ce moment-là, il faudra qu'on essaie de discuter un peu avec la politique pour qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Donc j'imagine que ton investissement va encore continuer, ton engagement va continuer. Qu'est-ce qui te motive à t'engager encore à ce point aujourd'hui ? C'est un peu la réponse toute bête et un peu attendue, mais mes enfants. Voilà, tout simplement, moi j'ai commencé à vraiment m'engager quand j'ai eu mes enfants, en fait. Et puis là, si je continue, c'est pour eux, en fait. Et puis une fois qu'on commence, c'est très difficile de s'arrêter. Parce que on devient de plus en plus conscient de ce qui se passe. Et puis on devient aussi conscient qu'on a un pouvoir sur ce qui se passe, qu'on peut faire changer les choses. Et puis qu'on est nombreux. Et ça, c'est super. C'est très porteur et c'est très motivant. Ça me paraît une excellente façon de conclure ce podcast. Merci beaucoup, Morgan Nussbaumer, d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci à vous pour votre écoute. Le rapport dont on a parlé se trouve en description d'épisode avec d'autres sources pour approfondir le sujet. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, likez-le, partagez-le autour de vous, ça nous fait toujours plaisir. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.